À la fin de la Première Guerre mondiale, la Belgique est un pays dévasté. Le conflit a fait près de 100 000 morts, des territoires et des villes entières ont été ravagés, et une grande partie du pays a été pillée par l'occupant allemand. Pourtant, à la fin des années 1920, la Belgique a réussi à se reconstruire et semble être parvenue à relancer son économie. Le pays a vu l'introduction de changements politiques profonds, comme le droit de vote à part égale pour tous les hommes, et ce, alors que la société change à toute vitesse, et qu'une part croissante de la population peut désormais profiter d'un temps libre en augmentation pour aller regarder du foot, assister à des courses de cyclisme ou écouter du jazz. Mais si à la fin des années 1920, la Belgique peut sembler prospère, elle recèle cependant déjà des fragilités qui s'exposeront bientôt lorsque le pays sera balayé par le krach boursier de 1929. Quels sont les changements politiques et sociaux introduits après la Première Guerre mondiale en Belgique? Comment le pays s'est reconstruit? Et comment s'est-il transformé dans la décennie qu'on surnomme les années folles? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de Vannes de Belgique. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cet épisode où je vais continuer la suite de la série qui résume les grandes lignes de l'histoire de la Belgique après son indépendance en 1830. Dans le dernier épisode de cette série, j'ai évoqué les 4 années douloureuses où l'essentiel de la Belgique fut occupé par l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de vite aller le voir. Le lien se trouve ici ou dans la description. Et de revenir ensuite ici pour regarder cette vidéo, ou alors vous pouvez aussi vous abonner. Alors il faut savoir que le 11 novembre 1918, le jour où l'Allemagne signe l'armistice qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, la situation en Belgique reste cependant particulièrement confuse et explosive. La guerre a fait des ravages. Des millions de jeunes gens sont morts dans des offensives armées, souvent pour des résultats dérisoires. Quant aux civils, ils n'ont pas été épargnés par les crimes des armées, la famine et les nombreuses privations engendrées par la guerre. Pour couronner le tout, la grippe dite espagnole frappe maintenant l'Europe tout entière, où elle fera des millions de victimes, souvent de très jeunes adultes. À des degrés divers, l'Europe entière semble vaciller, et des empires vieux de plusieurs siècles ont cessé d'exister, mais à l'inverse, de nouveaux pays deviennent indépendants. En 1917, une révolution a chassé le tsar du pouvoir en Russie, et une autre a permis aux communistes bolcheviques de Lénine de s'emparer du pays qui deviendra bientôt l'URSS. Pour la première fois dans l'histoire, une révolution communiste a réussi à s'emparer du pouvoir. Et un an plus tard, en novembre 1918, à cause du mécontentement causé par la guerre, des grèves, voire des mouvements insurrectionnels, éclatent partout en Europe, même dans les pays vainqueurs. Partout en Europe, les élites au pouvoir craignent ainsi d'être renversées à leur tour par une révolution consécutive à la terrible guerre qui vient de se terminer. Si je vous raconte tout cela, c'est pour que vous compreniez le contexte très troublé dans lequel des décisions radicales vont être prises en Belgique au moment où s'achève la guerre. Ainsi, le 11 novembre 1918, le jour où l'armistice est signé, les Allemands occupent encore la majeure partie de la Belgique. À Bruxelles, des soldats allemands partisans de la Révolution ont hissé le drapeau rouge, symbole révolutionnaire. Et ils affrontent d'autres soldats allemands partisans de l'empereur Guillaume II qui vient d'abdiquer. Le roi des Belges, Albert Ier, qui se trouve au château de Lopem près de Bruges, est particulièrement conscient de la situation chaotique que traverse alors l'Europe et la Belgique malgré la signature de la paix. Albert ne veut pas être vu comme le défenseur de l'ancien monde qui existait avant la guerre, de peur que la tempête ne l'emporte lui aussi. En fait, déjà avant la guerre, Albert Ier estimait que pour assurer la stabilité de l'État belge et de la monarchie, il fallait davantage intégrer les forces de l'opposition à la politique du pays. Et maintenant que la révolution menace partout en Europe, Albert estime plus que jamais qu'il faut changer la manière de gouverner la Belgique. Et ce, alors que la Belgique a connu 30 années de majorité absolue de la droite catholique avant la guerre. Dès lors, pour mettre en place la Belgique d'après-guerre, Albert Ier ne veut pas s'appuyer sur les vieux représentants de la droite catholique qui étaient en exil durant la guerre, mais il cherche plutôt à s'appuyer sur des personnalités politiques restées en Belgique pendant l'occupation allemande. Ainsi, dans les jours qui suivent l'armistice du 11 novembre, le roi consulte des personnalités politiques restées en Belgique durant la guerre. Albert Ier rencontre alors des libéraux comme Franqui, qui présidait le Comité national de secours et d'alimentation en Belgique occupée, ou encore des socialistes comme Édouard Ansel. En revanche, s'il rencontre des catholiques, le roi Albert néglige de consulter les plus influents conservateurs catholiques tels que Charles Wust. Or, les décisions qui seront prises à l'Opem et le fait d'avoir été laissés de côté rendront longtemps fous de colère
l'aile la plus conservatrice de la droite catholique. En effet, à l'Oppem, le roi prend des décisions radicales, qu'il annonce le jour de sa rentrée triomphale à Bruxelles le 22 novembre 1918. Ce jour-là, devant le Parlement qui ne s'était plus réuni depuis 4 ans, l'émotion est générale, alors que la Belgique vient enfin d'être libérée. Mais la joie laisse la place à la stupeur pour les députés conservateurs, quand le roi annonce les mesures décidées à l'Oppem. Déclarant que l'égalité dans la souffrance et dans l'endurance a créé des droits égaux à l'expression des aspirations publiques, le roi annonce le suffrage universel masculin pur et simple. Autrement dit, désormais, tous les hommes bénéficieront du droit de vote sans voix supplémentaire selon la richesse. Une mesure que réclamait la gauche depuis de nombreuses années avant la guerre. Par ailleurs, le roi annonce la fin de la limitation du droit de grève et sa volonté de créer une université flamande à Gand. Signalons aussi que la veille, il avait nommé un nouveau gouvernement essentiellement composé de personnalités étant restées en Belgique pendant la guerre, avec une moitié de ministres libéraux et socialistes et une moitié de catholiques qui ont la confiance du roi. Avec l'instauration du suffrage universel masculin pur et simple et un nouveau gouvernement intégrant l'opposition, le roi et les partisans de ces décisions voulaient prévenir le mécontentement dans une Europe plongée dans la crise. Des décisions qui provoquent des années durant la colère de la droite conservatrice, d'autant que l'instauration du suffrage universel masculin s'était faite en dehors du cadre constitutionnel légal. Mais quoi qu'il en soit, le suffrage universel masculin sera appliqué dès les élections du mois de novembre 1919. Et désormais, le visage politique de la Belgique avait changé à jamais. Si on avait changé les règles de la politique belge à la fin de la guerre, d'autres Belges espéraient, eux, changer les frontières de la Belgique et peser dans les négociations qui se déroulent après la guerre. En effet, dans les mois qui suivent la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreuses discussions ont lieu à Versailles pour redessiner les frontières de l'Europe, le tout au détriment des pays vaincus. Ainsi, de nombreux Belges réclament des compensations territoriales pour la participation de la Belgique à la victoire sur l'Allemagne. Mais juste après la guerre, dans un contexte d'exaltation du sentiment patriotique belge, plusieurs associations nationalistes belges et certains ministres vont avoir des revendications qui dépassent l'Allemagne. Ainsi, plusieurs revendications seront formulées pour que la Belgique annexe le Luxembourg et le Limbourg hollandais, des territoires que la Belgique avait perdus suite au traité de Londres en 1839. Mais les Pays-Bas et le Luxembourg étant restés neutres durant la guerre, on ne voit pas vraiment sous quel prétexte la Belgique aurait pu prétendre annexer ces territoires en 1918. Et ces revendications ont peut-être même eu un effet contre-productif. Car en réclamant des territoires de pays restés neutres, la Belgique perd son image de petit pays agressé. Et en ce qui concerne le Luxembourg, l'attitude arrogante, voire agressive de la Belgique suscitera une importante levée de boucliers des Luxembourgeois qui manifesteront avec vigueur pour leur indépendance. Finalement, les gains territoriaux d'après-guerre pour la Belgique se limiteront d'une part au mandat colonial sur le Rwanda et le Burundi, autrefois colonie allemande, et d'autre part à l'annexion par la Belgique de la région d'Eupen, Malmedy et Saint-Vith, qu'on appelle communément les cantons de l'Est. La population de la Belgique s'accroissait ainsi de 63 000 habitants, essentiellement des germanophones, sans que ceux-ci aient été correctement consultés. Mais outre les discussions territoriales, les négociations tenues à Versailles concernaient également les réparations financières que l'Allemagne devait verser aux pays vainqueurs. La Belgique espère toucher de fortes réparations comme compensation des dégâts matériels causés par les combats, mais aussi pour reconstruire son industrie qui a été largement démantelée par l'occupant allemand. Mais si la Belgique obtient certes des réparations et un paiement prioritaire de l'Allemagne, beaucoup de Belges regretteront néanmoins des dédommagements insuffisants par rapport aux préjudices subis. Pour mettre la pression sur la République allemande, qui a succédé à l'Empire allemand en 1918 et l'obliger à payer, la Belgique participe avec la France à l'occupation de la Rhénanie, le territoire allemand situé à l'ouest du Rhin. Cette occupation durera jusqu'à la fin des années 20, et de 1923 à 1925, elle s'étendra même à la Ruhr, l'important bassin industriel allemand. C'est dans ce contexte d'après-guerre que la Belgique se rapproche militairement de la France, avec qui elle signe un accord militaire en 1920. Les premières années de l'après-guerre sont donc marquées par un gouvernement d'union nationale, réunissant les 3 grands partis politiques belges, les catholiques, les libéraux et les socialistes.
Et si on utilise parfois l'expression d'union sacrée pour qualifier cette coalition, il ne faut cependant pas avoir d'illusions et imaginer qu'il n'y a plus de désaccord entre les partis. Ainsi, les mesures qui seront annoncées par le roi suite aux discussions menées à l'OPEM feront tout l'objet de longues négociations et de transactions. Il faudra ainsi plusieurs mois pour qu'on s'accorde réellement sur le nouveau type d'élection. Et c'est alors qu'en plus du suffrage universel, on instaure également le scrutin à la proportionnelle, où chaque parti a un nombre de sièges correspondant proportionnellement à son nombre de voix. Et c'est ainsi que les premières élections au suffrage universel masculin et à la proportionnelle auront lieu le 16 novembre 1919. Des élections auxquelles ne prendront pas part les femmes, car les libéraux et les socialistes ne voulaient pas qu'on accorde le droit de vote à ces dernières. Notamment parce que, comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, l'enseignement des filles ayant longtemps été à la seule charge de l'Église, les partis anticléricaux croyaient que les femmes étaient donc très enclines à voter pour les catholiques. Ainsi, les femmes n'obtinrent que le droit de vote pour les élections communales. Les années qui suivent les élections de 1919 sont marquées par d'autres réformes importantes, comme la réforme du Sénat, où les socialistes parviennent à obtenir l'abolition de la mesure qui exigeait un très haut niveau de revenus pour être sénateur, ce qui fera dès lors du Sénat une institution potentiellement moins conservatrice. Le début des années 1920 est également marqué par l'introduction de mesures sociales qui avaient été annoncées à la fin de la guerre, comme la limitation de la journée de travail à 8 heures maximum, une loi qui facilite l'adhésion aux syndicats, et s'il n'existe pas encore de sécurité sociale, on instaure des assurances maladie et des assurances vieillesse, mais aussi une assurance chômage. Comme avant la guerre, les seules caisses d'assurance chômage existantes avaient été entièrement créées et financées à l'initiative des syndicats, le gouvernement décide alors d'aider les syndicats à financer ces dernières pour verser des allocations de chômage. Et c'est ainsi que la perspective de pouvoir toucher une allocation de chômage en cas de perte d'emploi poussa encore davantage les travailleurs à s'affilier aux syndicats. Des syndicats qui ont aussi un rôle de plus en plus important avec la création des commissions paritaires dans lesquelles ils négocient avec les différents représentants du patronat belge. La période de l'union nationale entre les trois grands partis prend fin en 1921. Cependant, avec l'introduction du suffrage universel et du scrutin à la proportionnelle, plus aucun parti ne dispose désormais seul d'une majorité à la Chambre, ce qui oblige dès lors à faire des coalitions pour trouver une majorité au Parlement. Une nécessité qui n'a pratiquement jamais disparu jusqu'à nos jours en Belgique. Dans les années 1920, les coalitions se succèdent ainsi, mêlant tantôt les catholiques aux socialistes, tantôt aux libéraux, ou réunissant à nouveau les trois grands partis de 1926 à 1927. Mais jamais une coalition ne comprend un autre parti que les partis catholiques, libéral et socialistes. Et ce, même si le scrutin à la proportionnelle permet l'arrivée au Parlement de nouveaux partis, comme le Front Partij, dont le nom fait référence au Frontbeweging, le mouvement du front, qui était né parmi les soldats flamands dans les tranchées, et qui exigeait une meilleure reconnaissance linguistique des Flamands. Signalons aussi, durant cette période, l'apparition du Parti communiste belge, né d'une scission avec les socialistes. Réunis autour du syndicaliste Joseph Jacquemot, les membres du Parti communiste belge n'acceptaient en effet pas la participation des socialistes au gouvernement, car ils jugeaient cette attitude trop réformiste et trop éloignée de leurs idéaux révolutionnaires de changement de société. Si l'arrivée de nouveaux partis au Parlement représente une nouveauté dans les années 1920, le Front Partij n'obtiendra cependant jamais plus de 6 députés et les communistes 2 tout au plus. Avec la pratique des coalitions, les partis deviennent de plus en plus puissants et le roi dirige de plus en plus rarement les conseils des ministres. Son rôle devient essentiellement de nommer le formateur pour former un gouvernement apte à recevoir une majorité au Parlement, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Le formateur est alors chargé de trouver des compromis et un programme commun satisfaisant les partenaires de la coalition. Ce qui prend de plus en plus de temps, comme en 1925, où il faudra attendre 73 jours pour former un nouveau gouvernement. Une durée qui, je sais, doit sembler bien courte aux Belges du XXIe siècle, qui ont vu plusieurs fois ce record largement battu. Mais dans les années 1920, si la formation des gouvernements prend de plus en plus de temps, c'est qu'il faut non seulement gérer les tensions entre les différents partis, mais aussi les désaccords à l'intérieur même des partis, comme dans le Parti catholique, le plus puissant de Belgique, qui est divisé entre plusieurs courants.
un courant chrétien-démocrate, plus marqué à gauche, et un courant davantage conservateur. Mais la division du Parti catholique est également fortement marquée sur les questions linguistiques, avec d'une part des conservateurs catholiques wallons qui s'opposent à des lois linguistiques favorables aux flamands. Ces conservateurs catholiques sont alors souvent en conflit avec l'important courant flamingant réuni autour du leader Frans van Coehoort. La question linguistique constitue en effet un point de tension important après la guerre. Et parmi les promesses royales formulées à la fin du conflit, celles qui concernent les droits des Flamands seront celles qui mettront le plus de temps à être exaucées. Si la question linguistique pose tant de problèmes, c'est que beaucoup de Belges associent désormais les revendications pour les droits linguistiques des Flamands à la minorité flamingante dite activiste qui a collaboré avec les Allemands durant la guerre. Et c'est ainsi que beaucoup repoussent des revendications linguistiques flamandes comme la flamandisation de l'université de Gand, pourtant promise en 1918. Mais cette attitude suscite naturellement bien de l'amertume chez les Flamingants qui sont restés fidèles à la Belgique pendant la guerre. Et elle crée bientôt une césure au sein du mouvement flamand, avec d'une part des Flamingants comme Frans van Coehoort, qui espèrent encore que les exigences flamandes soient reconnues dans l'État belge, mais d'autre part, une nouvelle génération montante qui rejette de plus en plus la Belgique. En effet, surtout parmi la jeune génération qui arrive sur les bancs de l'université après la guerre, beaucoup vont désormais considérer la Belgique comme un cadre où les revendications flamandes ne peuvent être entendues. Et bientôt, beaucoup n'hésiteront pas à demander purement et simplement l'indépendance de la Flandre. Ce qui est alors une nouveauté, car auparavant, la plupart des Flamingants espéraient encore que leurs revendications soient exaucées au sein de la Belgique. Mais désormais, une partie de plus en plus importante du mouvement flamand ira jusqu'à exiger l'indépendance de la Flandre. Finalement, beaucoup de revendications flamandes seront tardivement exaucées, comme la flamandisation de l'université de Gand en 1930 ou l'unilinguisme des régions en 1932, sauf Bruxelles qui représente un cas à part. Une seule langue pour chaque région était une mesure que beaucoup de militants wallons avaient longtemps refusée, car ils voulaient défendre la minorité francophone en Flandre. Mais cette mesure fut finalement acceptée suite à la crainte de voir le bilinguisme imposé à l'ensemble du territoire. Une mesure que beaucoup de Wallons craignaient car ils ne voulaient pas être obligés de savoir le néerlandais en Wallonie. En attendant, un courant nationaliste qui allait devenir de plus en plus important était né en Flandre. Sur le plan économique, l'après-guerre est marquée par de grosses difficultés. Les prix augmentent toujours et une grande partie des usines ayant été pillées, le chômage est très important. Enfin, il faut reconstruire les régions et les villes qui ont été dévastées par les combats. Si les choses mettent du temps à se mettre en route, de 1920 à 1924, un gigantesque effort national est mis en place pour reconstruire le pays détruit. Cependant, les dépenses consacrées à la reconstruction fragilisent le budget de l'État belge et le franc belge, et ce, d'autant plus que la Belgique a reçu moins qu'espéré comme compensation financière de l'Allemagne. La situation s'aggrave quand le gouvernement chrétien-démocrate et socialiste de Prosper Poulet est en proie à une forte opposition des milieux économiques et financiers en raison d'un programme jugé trop à gauche. Ainsi, en 1925-1926, le franc belge perd une grande partie de sa valeur et mène à la chute du gouvernement. La crise du franc sera ensuite endiguée en 1926 lorsque Émile Francqui aura l'idée de convertir des bons du Trésor belge en actions de la nouvelle Société nationale des chemins de fer belge, la SNCB, à laquelle l'État laisse l'exploitation du réseau de chemins de fer en Belgique. Par ailleurs, d'autres sociétés sont créées à cette époque, comme la société pétrochimique Petrofina, que les Belges connaîtront surtout sous le nom de FINA, ou encore la Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne, soit la Sabena. Si l'immédiat après-guerre avait été difficile, les choses s'améliorent sensiblement dans la deuxième moitié des années 1920. Les villes s'agrandissent à nouveau, et de nouveaux courants architecturaux, comme l'Art déco, commencent à s'épanouir dans les villes belges. Et bientôt, une part grandissante de la population commence à ressentir le bénéfice des mesures sociales votées après la guerre. On parle alors de plus en plus de sociétés de masse pour désigner la part croissante de la population qui a accès aux loisirs. Le cinéma se popularise de plus en plus, et chaque week-end, il y a une masse croissante de gens qui se ruent dans les stades de football ou le long des routes pour assister aux courses cyclistes comme le Tour des Flandres ou Liège-Bastogne-Liège, qui sont déjà très populaires à cette époque. Par ailleurs, de nouveaux styles musicaux, comme le jazz, commencent à arriver tout droit des États-Unis. Et enfin, si elle reste souvent un luxe,
les automobiles commencent à être de plus en plus nombreuses sur les routes de Belgique. Face à cette population croissante qui a désormais accès au droit de vote et qui bénéficie de plus en plus de temps libre, on voit alors les partis politiques de plus en plus conscients de la nécessité pour eux d'arriver à se lier à cette masse et à la structurer et à l'organiser, et le cas échéant, à la faire voter. C'est ainsi que, surtout autour du Parti socialiste et du Parti catholique, la pilarisation de la société belge se poursuit. Ainsi, autour de chaque grand parti, on trouve un réseau d'associations, de mutuelles et de coopératives répondant toutes aux différents besoins de la vie du citoyen. Et dans ce cadre, les syndicats jouent un rôle de plus en plus grand, surtout depuis les lois qui les ont renforcés après la guerre. Le nombre d'adhérents augmente alors de manière considérable, avec une disparité importante entre la Flandre et la Wallonie. En effet, en Wallonie, le syndicat socialiste étant déjà fortement implanté avant la guerre, c'est surtout lui qui va continuer à se développer après 1918. Alors qu'en Flandre, où il y avait peu de présence syndicale, c'est surtout le syndicat chrétien qui va se développer, ce qui contribuera entre autres à enraciner l'image d'une Flandre catholique et d'une Wallonie socialiste. Mais si désormais tout le monde peut voter et qu'une part croissante de la population peut s'impliquer dans la vie publique, tout le monde ne voit pas cela d'un bon œil. Et la crainte des masses nourrit chez beaucoup un rejet de la démocratie qui va être au cœur du projet des partis aux idées autoritaires qui vont apparaître dans les années 1930. En 1930, la Belgique fête le centenaire de son indépendance avec un certain optimisme face à l'avenir. Mais déjà, l'inquiétude grandit suite aux conséquences potentielles que pourrait avoir le krach financier de New York en octobre 1929 et dont les effets ne tarderont pas à se faire violemment sentir en Europe. La crise consécutive à ce krach boursier n'épargnera en effet ni la Belgique ni l'Europe. Et si elle facilita l'arrivée au pouvoir des nazis, ce qui mènera ensuite au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la crise des années 30 répandra aussi la misère en Belgique, et elle secouera la société belge dans son ensemble, ce qui facilitera là aussi la montée de partis autoritaires opposés à la démocratie. Comment la Belgique va traverser la crise des années 1930 et dans quel état se trouvera le pays à la veille de la nouvelle invasion allemande en 1940 ? Eh bien, on verra tout ça dans le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à liker cet épisode et à vous abonner. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.